Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Oh, contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle, le numéro 143. On va parler du Grand Prix d'Angleterre qui s'est tenu ce week-end. Avec moi Stéphane, ce soir comment ça va ? Bah ça va très bien, et toi ? Bah écoute, ça va, t'es en vacances comme ça et t'enregistres quand même. Voilà, vacances, les pieds dans l'eau, Marseille, Ouais. Le Ricard, tout quoi. le Ricard évidemment. C'est la contre les Un peu de pétanque Ah non, quand même pas jusque là. Pas jusqu'à là. Eh ben, on va parler donc de ce Grand Prix de reprise c'était les derniers goodies que j'avais et c'est Dave Boy donc qui va les recevoir d'ici peu et c'était donc un Grand Prix où il y avait du Moto-E et tout, mais aussi quelques news. Et du moto pluie aussi. Moto-pluie aussi, on en parlera un petit peu en Moto-E parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont passées sous la pluie. Enfin, intéressantes, moyennement intéressantes. Mais... Enfin, ça reste de la moto quand même. En Moto3, c'était le retour de Lorenzo Felon, donc qui revenait de sa blessure. Donc on verra les résultats un petit peu plus tard. En Moto2, ça commence à bouger un petit peu, notamment Loves qui va partir en World Superbike et qui va être remplacé par Salach chez Marc VDS en 2024. Et aussi une petite nouvelle au niveau technique puisque Triumph prolonge la fourniture des moteurs et boîtes jusqu'en 2029 et surtout en 2025 il y aura une nouvelle boîte pour limiter justement les faux points morts, à savoir que Acosta en a eu un il y a pas si longtemps. Donc ils vont travailler un petit peu sur la boîte pour éviter qu'il y ait des loupés pour les pilotes. Donc c'est plutôt cool. Quelques news MotoGP, donc notamment au niveau transfert, il y a eu des officialisations. Morbidelli qui va quitter Yamaha et qui ça a été annoncé dans la foulée. Rins va le remplacer. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Bah alors déjà c'est bien pour Rins parce qu'il parle d'un satellite, il part d'un team satellite pour aller chez un officiel. Alors l'officiel, quel que soit le résultat, t'es quand même dans un team officiel, c'est pas mal. Et alors après ça c'est mon analyse perso. Hein. Mm-hmm. Il y a aussi le fait que je trouve que VR46 en sous-marin, je trouve qu'ils agissent bien parce que bon, ils arrivent à garder dans la VR46 donc Marini, normalement alors je mets des parenthèses, Morbidelli serait annoncé dans le team VR46, ça c'est pas mal. VR46 arriverait à placer Bezeki sur une moto officielle, peut-être chez Pramac. Par le jeu des chaises musicales, ce serait peut-être Zarco qui en ferait les frais. Mais du coup, tu te dis quand même que Rossi, il est fort quoi en politique, parce qu'il arrive à placer tous ses pilotes, quel que soit leur niveau. Alors, je sais pas si tu partages mon avis, mais... Ah, c'est surtout le quel que soit leur niveau. Bah oui, parce que quand tu regardes un peu les performances des pilotes Ducati, tu te dis que... Alors, si vraiment tout ça se met en place, hein, tu te dis avec Zarco, on ferait les frais. Et tu dis que Zarco, chez Ducati, il est loin d'être ridicule. Remplacé par Morbidelli, je vois pas l'intérêt. Di Antonio, pour moi, il fait rien, donc il a rien à faire chez Ducati, clairement. Ouais, mais ça, je pense qu'il va pas y rester, donc ouais. Non, mais en tout cas, à aujourd'hui, même si devant les caméras, Ducati dit qu'ils veulent absolument garder Zarco, est-ce que dans la réalité, ils vont vraiment le garder, tu vois ? Ouais, c'est sur ce point-là où je te rejoins parce que effectivement il y a un discours que je qualifierais un peu d'ambigu de la part de Ducati parce que si tu veux vraiment conserver un pilote, tu lui fais une offre de prolongation quoi. C'est-à-dire que si tu veux le garder chez Pramac, tu lui offres un guidon Pramac. Après il peut aller il peut aller chez Gresini. Il est pas ridicule non plus. Hein. Enfin, je veux dire, Alex Marquez sur la Gresini. Il est toujours bien placé, donc tu vois, c'est pas une moto en bois non plus, tu vois, c'est pas un team, c'est pas des pipeaux, quoi. Voilà, c'est là justement où on en parlait un petit peu entre nous, c'est que nous on voit ça un petit peu de notre cours, mais on n'a pas les tenants et les aboutissants des propositions de chaque constructeur. Au début du week-end, il en a pas parlé, il voulait pas trop s'exprimer, mais au fil du temps, il s'est un peu ouvert sur le
projet entre guillemets Honda, sur la proposition Honda. Lui, son objectif, c'est de rester chez Pramac, mais évidemment, ça va être compliqué. Alors, pour en dire un peu plus sur Ducati, ils veulent équiper Bezzecchi d'une moto de l'année, mais ils veulent pas le faire au sein de la VR46, puisque il y a de fortes chances que l'équipe parte chez Yamaha l'année prochaine. Donc pour eux, ils sont pas partisans, donc ça se comprend. Donc il n'y a pas non plus 50 000 possibilités, puisque les officiels sont verrouillés. Alors ils essayent de jouer la montre, dans le sens où ils essayent de faire patienter Bezzecchi 1 an de plus, de manière à le faire monter soit chez Pramac, soit directement chez les officiels, si jamais Bastianini ne confirme pas, parce que là le retour de blessure est pas au top, mais ils vont lui laisser quand même la fin de saison pour essayer de confirmer les promesses de l'an dernier. Donc voilà, Ducati se retrouve avec des problèmes de riches. C'est ça. C'est-à-dire que l'année prochaine, si comme tu le dis, ça se goupille bien pour Morbidelli chez VR46, t'auras exactement le même problème avec un Alex Marquez qui va faire comme ce qui s'est passé en début d'année, c'est-à-dire ça roule bien, ça avance bien, ça fait des podiums, ça gagne des courses, donc ça va une officielle. Et puis Morbidelli l'année prochaine, ce sera la même, donc tout le monde va se bousculer au portillon. Et problème de riche, voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de Bastianini parce que pour moi, je le mets de côté vu le début de saison, on va dire malchanceux. Donc je crois cette année on peut pas vraiment le juger parce qu'il a eu ses problèmes, il est voilà, ça fait que quelques courses qu'il a, donc il faut voir pour moi fin d'année voire début d'année prochaine ce qu'il fait. Mais là où je trouve que ça serait un peu dégueulasse pour Zarco, c'est que lui cette année il a quand même il est pas ridicule avec sa moto. Et tu dis que le mec est sur étage de cause à effet parce qu'il y a Morbidelli qui rentre dans le jeu. Ouais, même si Morbidelli est plus jeune que Zarco, même si Zarco c'est pas l'avenir du MotoGP. Voilà, mais tant pis, parce que tant pis pour lui. Mais après, Tekino l'a dit à la télé que lui il avait proposé à Zarco, il avait rencontré ses managers, il lui proposait un contrat de 2 ans. Donc pour moi Zarco il va rester en MotoGP les 2 prochaines années. Peut-être sur une Honda et voilà quoi. À voir. Après, pour prolonger aussi ce qu'il a dit, c'est que pour le moment, il ne serait pas intéressé pour aller en World Superbike. Donc, puisqu'il y a évidemment Ducati qui a une filière World Superbike performante aussi. Et moi, je comprends quand t'es 5e au général, que régulièrement t'es entre 5 et 7 au général. À la fin d'année, partir en World Superbike, je pense que ça serait un petit peu prématuré, quoi. Le World Superbike, c'est surtout pour des pilotes, on va dire, de milieu de grille qui n'arrivent plus à trouver de guidon et ils rebondissent en Superbike ou des, entre parenthèses, pilotes vraiment qui ont fini leur carrière et qui veulent se faire plaisir. Mais c'est pas le pilote de 32 ans qui est 5e au scratch, quoi, qui veut le Superbike. C'est ça. Après, c'est à lui de toute façon, c'est à lui de juger. Enfin, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment, tu vois, typiquement, le projet Superbike chez Ducati, ça pourrait être intéressant parce que ça lui permettrait, je pense, d'être très compétitif. Quand je dis très compétitif, c'est régulièrement sur le podium et jouer le titre de manière. Ouais. Alors, on va dire que s'il a un Superbike en 2024, déjà chez Aruba, t'as Bautista. Ah non, pas chez et Boulega. Chez Barani, t'as comment il s'appelle, Petrucci. Et après t'as Go Eleven, mais c'est pas eux qui veulent mettre une moto pour peut-être Iannone. Donc après, pour moi, il y a plus de place chez Ducati en mode Superbike. Après voilà, enfin Ducati ils donnent des places à tout le monde et au final ils ont pas de moto, donc faut savoir aussi quoi. Sinon, il faut mettre une deuxième moto dans un autre team satellite. Mais est-ce que mais quand t'es Pramac, 5e au championnat, tu vas... T'es 5e au championnat, tu vas pas pour aller sur une satellite, quoi. Enfin, quoique Petrucci l'a déjà fait même. Oui, mais Petrucci, il a fait une année KTM. Mais il a fait une année KTM. Voilà, ouais, d'accord. Il a fait le Dakar, il a fait une année KTM, et puis voilà. Enfin, c'est une autre... Bref, on va voir comment ça va se suivre dans nos prochains numéros. Ouais. Ou pas. Il y a aussi eu des petites modifications au niveau de la technique et de l'organisation des week-ends. Donc niveau technique, maintenant il y a un contrôle de la pression des pneus qui est fonctionnel et il y aura des pénalités en temps
avant d'arriver, comme dans les autres catégories, à la disqualification. Donc là, voilà, ils ont. Alors la communication quand même de la Dorna était assez magnifique parce qu'ils t'ont fait croire que c'était une avancée fantastique, alors que ça se fait déjà depuis plein de saisons. Dans les autres catégories, il y a des pilotes qui sont déclassés pour des problèmes de pression, des pilotes qui sont des tours qualifs qui sont annulés aussi pour des problèmes pour cette sanction. Voilà, ils ont présenté ça comme une innovation spécifique au MotoGP, sauf que voilà, ça n'a rien de nouveau. Donc voilà, je sais pas ce que t'en dis. Ça a toujours été compliqué même à comprendre, débriefer, à savoir est fait, pas fait, comment. Rien n'est fait, hein. Donc de toute façon, ce qui était fait, pas fait, rien n'était fait, dans le sens où chaque constructeur utilisait le capteur de pression qu'il voulait. Et après, il y a eu une petite polémique, c'était intéressant quand même, parce qu'il y a des pilotes qui en ont parlé au début, et ça a été présenté par certains pilotes comme la mise en place d'une réglementation anti-Ducati, puisque c'est a priori plus les pilotes Ducati qui avaient tendance à rouler en sous-pression. Et Miller a quand même clarifié un petit peu la situation, dans le sens où lui, il a fait le switch cette année. Et effectivement, chez Ducati, il roulait souvent à pression très basse. Et maintenant, chez KTM, il roule avec une pression haute, et conforme, c'est-à-dire dans la fenêtre préconisée par Michelin. Et a priori, ça le gênait pas plus que ça. Donc il dit vraiment c'est un problème qui est lié à chaque constructeur. Alors après, moi, mon point de vue, il est assez simple, c'est qu'il y a quand même plein de pilotes qui ont dit oui, mais un pneu est jamais éclaté, il n'y a pas eu de problème de pneus, donc il n'y a pas de raison. Oui, donc il y a pas de raison, donc chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'il y a quand même un règlement, il y a des précaux Michelin, et que ça doit se passer comme ça. Sinon c'est pas la peine, c'est la fête du slip, quoi. Si on a une règle même pour tout le monde, sinon pénalité. C'est ça. Ouais. Donc là, ça va être graduel. Premier écart, ça va être un avertissement. Deuxième écart, 3 secondes. Troisième écart, 6 secondes de pénalité sur ton temps à l'arrivée. Et le quatrième écart, 12 secondes. Et l'objectif, c'est d'arriver, comme dans les autres catégories, c'est-à-dire à la disqualification en cas de pression non conforme. Donc il n'y a pas d'objectif de date, mais de toute façon, ça va être comme ça. Alors qu'à savoir que ce ne sont que les courses que les courses sprint et que les courses complètes, c'est-à-dire les courses du dimanche, qui sont pour le moment monitorées. Donc ça reviendra peut-être aussi dans les qualifs, on verra. Le dernier point, c'est la modification pour l'accès en Q2 qui entre en vigueur aussi. Ça avait été évoqué avant l'été et ça n'avait pas été accepté par les constructeurs, notamment Ducati. Et a priori, c'est passé. Donc maintenant, la séance du vendredi matin n'est plus prise en compte et seule la séance du vendredi après-midi, qui s'appelle PR ou Practice, pour Practice, qui est la seule séance prise en compte pour l'accès à la Q2, donc qui est toujours de 10 places. La séance du samedi matin est une FP de 30 minutes. Donc pareil, qu'est-ce que t'en penses de cette modif? Alors bon, pour paraffer Ophélie qui doit nous écouter. Pour une fois, les pilotes ont été pris, la demande des pilotes a été prise en compte, c'est ça? Parce qu'ils disaient, les pilotes disaient que c'était trop compliqué à gérer la pression dès le vendredi matin. Il fallait absolument rouler bon et le matin et l'après-midi pour après bien te qualifier pour les Q du samedi matin, parce que le samedi t'avais toujours la pression et de la qualif et maintenant de la super de la super sprint race. Donc c'est bien, ça veut dire que le vendredi matin ils peuvent régler les motos, faire un peu ce qu'ils veulent sans pression, et ils attaquent le vendredi après-midi leur pré-qualif en fait, voilà, pour se qualifier soit Q1 soit Q2. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Franchement, j'ai pas d'avis. La motivation des pilotes, ils disent que pour eux, voilà, c'est leur week-end se gère mieux comme ça. Écoute, pourquoi pas. Hein. Ouais, le gros point le gros point qu'a soulevé ça, c'est de toute façon l'introduction des courses sprint, donc qui amène un samedi condensé, et puis après pour se qualifier en Q1 ou en Q2, ça reporte la pression sur le vendredi.
Donc le fait d'avoir une séance chronométrée au lieu de 2, le principal souci c'est que certains constructeurs avaient pas le temps de passer sur des réglages pour la sprint ou pour la course du dimanche. Voilà, le fond du problème c'est la course sprint, hein. c'est pas ça. Oui, c'est que ça leur fait trop de... Enfin, même pas si c'est ça, c'est qu'apparemment c'était trop de pression dès le vendredi, et puis ils pouvaient pas rouler comme ils voulaient, voilà, il fallait que dès l'entrée ils soient au taquet, ils avaient pas la place de tester un peu la limite de la moto et de la piste, donc là ils vont voir le champ libre. Ouais. Du coup il y a que Marquez que ça doit pas perturber, parce que lui, dès qu'il sort des stands, de toute façon... Alors ça, on en parlera de Marquez, parce que moi j'ai lu des débriefs assez étonnants de sa part. Ouais. Mais on en parlera un petit peu plus tard. On passe au Moto-E. Allez, vas-y. Allez, on va parler vite fait des moteurs électriques. Alors, en Q1, c'est Casadei Mantovani qui passe en Q2 et c'est le Brésilien Granado qui prend la pole devant Casadei. Garzo 3, Manfredi 4 et Zanoni 5. Alors, en course 1, la piste est bien mouillée pour le départ. Granado se détache. Spinelli, Garzo, Krummenacher et Casadei suivent le pilote brésilien. Au fil des tours, donc Krummenacher se montre à l'aise dans des conditions compliquées. Son dépassement sur Granado avec Garzo est vraiment très chouette. Garzo et Manfredi passent l'un après l'autre en tête de course. Spinelli chute dans le dernier tour, il était 5e. Granado va passer Garzo pour accrocher la 3e place et Krummenacher tient la tête jusqu'au bout. Manfredi fait 2. En course 2, donc c'est Zaccone, Krummenacher, Rabat et Zanoni qui chutent au T1, Casadei, Granado et Garzo mènent la course, toujours sur le mouillé. Donc Cavalier seul en tête de Granado, un poil détaché. C'est pour la 3e place qu'il y a duel et c'est Spinelli qui prend la 3. Donc au championnat, Torres est en tête avec 168 points, Ferrari 2e avec 153 et Casadei 3e avec 124. Le seul enseignement qu'on peut tirer de ces courses, c'est que effectivement, les motos ils sont bien étanches. Les connecteurs et les faisceaux ont bien passé l'épreuve du Grand Prix de Grande-Bretagne, donc tout s'est bien passé, aucun hydrocuté, donc tout va bien. Mais sinon, c'était des courses, la course 1 vu les conditions, c'était assez compliqué. La course 2 était un petit peu plus classique, mais ça reste intéressant dans le sens où les courses sont quand même assez courtes. Donc on va passer au Moto 3. Allez, c'est parti. Alors la Moto 3 vont sortir de la Q1 Artigast, Furisato, Kelso et Farioli. En Q2, donc c'est Mazia qui s'empare de la pole position devant Ogden et Olgado. Felon, quant à lui, pour sa reprise, part de la 25e place. La course. Alors, premier coup de théâtre avant le tour de chauffe. Celui qui lance la 2e place, Scott Ogden, va caler et va s'élancer du fond de grille. À l'extinction des feux, c'est Olgado qui va réaliser le all shot, mais c'est Massia qui s'empare rapidement de la tête de la course. Voulant vite creuser un écart sur ses poursuivants, ce dernier va chuter dans le 3e tour. Il va toutefois pouvoir repartir. Devant, c'est une bagarre qui va se dessiner d'abord à 19 pilotes, puis à 17 avec la chute de Suzuki et Bertelli qui vont s'accrocher. Et dans les derniers tours, puisque là on est en Moto 3, il faut toujours attendre les derniers tours pour savoir qui va remporter la course. C'est finalement Alonso, parti avant-dernier, qui va tirer son épingle du jeu et qui va s'imposer devant Sasaki et Olgado. Massia, qui a cravaché pour rejoindre le groupe de tête, va finir à la 18e place. Felon, quant à lui, va finir 24e. Fun fact, c'est la 2e fois de l'histoire du Moto 3 qu'il y a 15 pilotes qui finissent avec un écart aussi faible. Au classement général, donc Olgado conserve la tête du championnat avec 141 points, suivi de Sasaki qui compte 119 points. Mazia, quant à lui, perd une place au championnat puisqu'il est désormais 3e avec 109 points, suivi de près par Ortola qui a 107 points. Est-ce que tu as vu la course, Cyril, et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, moi j'ai vu la course et j'ai trouvé intéressant parce que moi j'avais noté un paquet de tête à 19 pilotes, donc quasiment jusqu'à la mi-course. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une course aussi dense en Moto 3. On avait vu des physionomies de course un petit peu atypiques ces derniers temps. Donc moi ça m'a bien plu de retrouver un groupe très compact devant. Ça a amené énormément d'animation et aussi de belles surprises. On en reparlera rapidement après. Mazia, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage
Parce que... Je trouve qu'il a voulu trop en faire. Enfin, je comprends pas. Enfin, t'es en Moto 3. Même s'il y a des courses où le premier avait se détacher, mais je pense que c'était pas la piste qui permettait de se détacher aussi vite. Clairement. C'est ça. On l'a vu, hein. Il y a personne qui a réussi à creuser un écart. Donc, il aurait dû se mettre dans le paquet et puis attendre son heure. Parce que finalement, il perd potentiellement, il perd une vingtaine de points sur Olgado. Ouais. Alors, peut-être pas 20 points, mais... Non, mais il perd des points au championnat, quoi. Bah, chaque point compte, hein, en moto. C'est ça. Surtout dans ce championnat. Ouais. C'est encore plus dans ce championnat. Moi, j'ai beaucoup aimé les 2-3 derniers tours. Parce que c'était très animé, c'était très propre entre les pilotes. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment 2-3 derniers tours qui étaient intéressants. Qui étaient pour plein de raisons. Notamment, on a vu les pilotes, entre guillemets, qu'on attend sans attendre spécialement, mais c'était cool. J'ai vraiment bien aimé la fin de course. Et Alonso, très très fort. Et pour une saison de rookie, c'est vraiment intéressant, quoi. Ah oui, il a vraiment fini fort. Et puis c'est vrai qu'il a réussi quand même à s'imposer devant Olgado. Mais vraiment s'imposer, c'est-à-dire qu'il a, il a réussi à passer tout le monde, à se mettre devant et puis à pas se faire rattraper sur les derniers virages. Surtout quand on sait qu'il part dernier, donc c'était vraiment une belle performance. Bah, il a réussi à bien raccrocher le wagon assez vite et après, je crois qu'il avait pris la tête un petit peu à mi-course aussi et il a mené un petit peu et après il s'est mis dans le paquet, il a attendu et il a attaqué sur les derniers tours. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Le seul pilote qui m'a manqué un petit peu, mais il était un petit peu en dedans ce week-end, c'est Honshu, quoi. On l'a vu un petit peu pareil à un moment donné, il s'est montré un peu devant, mais pas de manière assez incisive pour aller au bout. C'est un peu dommage parce que il fait pas une mauvaise course au global, quoi, mais c'est pas ouf, quoi. Donc c'est un peu dommage. Non, je suis d'accord, il s'est pas vraiment montré sur la course, il était un peu dans les 3-4 premiers en début, mi-course, puis après je crois qu'au moment il se fait sortir un peu large et après il arrive pas à rattraper la tête de la course. Ouais, c'est après sur la fin ça s'est quand même bien écarté le paquet, quoi. C'était pas facile de raccrocher, quoi. Non, mais après hormis ça, voilà, c'était une belle course de Moto 3, Olgado conserve la tête grâce à la chute de Masia, quand même, il faut le dire. Et puis Alonso, juste pour finir sur lui, c'est vrai que maintenant au scratch, il est quand même juste, entre parenthèses, à 29 points de Sasaki, qui est second au championnat, donc s'il réitère 2-3 performances comme ça, il peut viser un top 3-4 en fin d'année. Bah ouais, pour un rookie, c'est une très belle entrée en matière. Après, il a un CV qui parle pour lui, hein, mais c'est jamais simple, hein. Il y a quand même pas mal de pilotes qu'on attendait et qui n'ont jamais réussi à vraiment confirmer. Et là, il est sur une saison de rookie quand même très très belle, quoi. Donc faut qu'il aille au bout, puis on va voir jusqu'où, comme tu dis, jusqu'où il pourra monter, quoi. C'est ça, jusqu'où il pourra aller. On passe au Moto 2 ? Allez. Alors, en Q1, c'est Arbolino, Battus, Vandengourberg et Darin Binder qui passent en Q2. Acosta en pôle devant Aldeguer et Vandengourberg. Arbolino 4, Lopez 5 et Canet 6. Chute dans les premiers virages en queue de peloton. On a Alonso, Lopez, Aldeguer et Acosta qui prennent les devants. Dixon chute dans les derniers virages du premier tour suite à un contact avec Binder qui va prendre donc un long lap. Canet se montre à l'aise dans les premiers tours dans la rue de Lopez. Alonso Lopez chute à 10 tours de l'arrivée. Il était 4e à ce moment-là. On a Aldeguer qui passe Acosta pour la 2 et remonte sur Canet. Après 2 tours, Aldeguer prend les commandes de la course. Canet doit laisser une place pour avoir dépassé sous drapeau jaune, donc on va en reparler après. Il va laisser la 2 à Acosta et reprendra sa position quelques tours plus tard. Donc Loves fait une bonne remontée, piégé un petit peu au départ puisqu'il pointait 15 et remonte 7e. Idem pour Manuel Gonzalez qui était parti 17e et qui pointe 6 à l'approche des derniers tours. Au classement final, on a Aldeguer qui s'impose sur sa speed-up avec une large avance sur Canet. Acosta 3, Roberts
4, Gonzalez 5, Baltus 6, Loves 7, Ogura 8, Chantra 9, Arbolino 10 au championnat. Acosta en tête avec 156 points devant Arbolino deuxième 154. Après c'est le trou avec Dixon qui est 50 points derrière avec 104 points. Et qu'est-ce que t'en as pensé de cette course moto? J'ai trouvé que Arbolino, j'ai pas compris pourquoi il se retrouve 10-11 et du coup, ça permet à Costa de prendre la tête du championnat. En fait, je pense que les qualifs c'était pas simple le samedi. C'est ça, pour moi, c'est ça quelque part le fait de course, quoi. C'est qu'Arbolino était tellement dans le ventre mou du peloton que Costa a bien géré sa course, hein, puisqu'en fait il finit 2. Il aurait même pu finir 1. Mais à un moment, il lâche un petit peu. Ouais, il finit 3 à Costa, ouais. Pardon, excuse-moi, il finit 3, mais il aurait pu finir 2 si je dis pas de bêtises, parce qu'il était quand même en bagarre. Avec Canet, ouais. Avec Canet. Et, c'est ça qui fait que il prend la tête de la course, la tête du championnat, du coup, pour 2 points. Et c'est sûr qu'il vaut mettre devant que derrière, même pour 2 points, hein. Parce que ça veut dire que maintenant, c'est Arbolino qui a la pression, faut quand même qu'il réitère pas des week-ends comme ça s'il veut s'imposer dans ce championnat. Ouais. Et après, la pénalité de Canet, surtout que la deux choses pour moi, c'est vrai que normalement quand tu doubles quelqu'un, tu rends la position à ce quelqu'un que t'as doublé et tu fais ça 10 ans après parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ouais, c'est ça. Et après, quand on lui signifie qu'il faut qu'il rende une place, alors, on sait pas quand même trop s'il rend la place ou s'il se fait doubler, si j'ai pas de bêtises, par Acosta. Hein. Ah non, mais il rend la place. Hein. Ouais, alors, c'est pas flagrant parce qu'il lève pas la main, il tire pas le pied, on le croque pas non plus. Hein. Alors, si, parce que, en fait, il a 1 seconde d'avance sur Acosta. Donc, il lève quand même largement le pied pour que Acosta puisse ramarrer et puisse le dépasser. Et après, il le laisse passer. Enfin, il le laisse pas. Effectivement, il y a pas vraiment de je me mets sur le côté pour que tu passes, mais Acosta le passe. Ouais. Et dans la foulée, il repasse devant, quoi. Oui, mais en fait, quand tu regardes comme ça, c'est quand même pas tu vois, c'est pas flagrant le fait vraiment qu'il lâche tout parce qu'il se fait doubler, puis on voit, il garde toujours la vitesse, et on voit qu'il va le repasser juste derrière, c'est pas, oui. Voilà. Ça aurait pu être investigué. Ah bon? Tu trouves pas? Non. Enfin, ouais. moi, ce qui me gêne le plus, c'est que la pénalité, elle arrive quasiment 10 tours après le dépassement sous drapeau jaune. Alors, effectivement, dépasser sous drapeau jaune, c'est interdit. Donc, il y a effectivement une faute de Canet, donc il doit être pénalisé. Mais il faut que ce soit dans les 2 tours qui suivent, quoi. On est d'accord, ça je suis d'accord avec toi. Enfin, il rend la place à Acosta, mais je sais même pas si c'est Acosta qui double à ce moment-là. Donc, tu peux être dans un contexte de course complètement différent. Et c'est le cas, puisque Canet réussit à se détacher. Et au final, quand il doit rendre une place, Acosta, il est quand même pas, il est pas loin derrière, mais il est pas au cul, quoi. Surtout que la place, tu la rends pas à Acosta, tu la rends au pilote que tu doubles. C'est ça. Pas Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu con, mais bon la direction de course on n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près. Donc, puis au final de toute façon Canet fait 2, donc ça change pas grand chose. Je pense oui, mais c'est sur le principe. Oui, c'est ça. S'il faut tu rends la place à quelqu'un, à un autre pilote, mais il suffit que l'autre pilote il arrive à faire 1-2 tours un peu plus fort et après s'il faut tu peux jamais le repasser. C'est mort. C'est mort. On est d'accord. Et puis Aldeguer, moi j'étais content de le voir faire une belle course parce que ça fait un petit moment que j'ai l'œil dessus. J'attends qu'il passe un cap et puis j'espère que ça va être un petit déclic pour lui dans la catégorie parce que ça fait un moment que ça plafonne, que y a rien qui vient, quoi. Il y avait pas beaucoup de résultats probants et là cette victoire elle est quand même assez belle. Bon, c'est des circonstances un petit peu particulières puisque l'Angleterre a comme d'hab un petit aléa météo, mais il l'a pas volé, quoi. Et maintenant il va falloir enchaîner, quoi. Donc j'espère qu'il va pouvoir bien finir sa saison 2023 et en fonction de qui va monter où l'année prochaine, qu'il soit dans les pilotes qui comptent pour 2024, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'on en a pas parlé, mais KTM a toujours rien annoncé pour Acosta.
À savoir que normalement il doit être pilote officiel, mais c'est pareil, les deux pilotes, les deux motos officielles sont prises. Les gaz pour le moment, No news. ouais, rien d'annoncé. Et puis voilà. Alors après, il y a Madame Irma qui s'est mise sur le dossier et qui a annoncé tout et n'importe quoi, notamment le rachat de LCR par KTM pour placer des Husqvarna. Donc ça serait assez. Ouais, mais LCL ils ont un peu démenti ça. Hein. Après tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même Acosta qui quand même a dit, moi j'ai un contrat pour passer un MotoGP, je vais à un MotoGP. Hein. Ah oui. Enfin, on n'a pas lu que KTM a dit, ah oui, on va mettre une moto à dispo d'Acosta et on dit on va regarder ce qu'on peut faire. Ah ouais, mais il y a un contrat, donc. Tu me dis si, on sait pas après le contrat. Non, on n'a pas lu le contrat. Non, je l'ai pas lu. Mais a priori, Acosta, lui, il l'a lu et il l'a signé et il a dit, 2024, c'est MotoGP, quoi. Enfin, est-ce que c'est un contrat signé ou c'est un contrat style on s'est tapé dans la main à la Piastri avec Alpine en Formule 1? Je sais pas. Voilà. Il y a ça parce qu'entre se dire, bon allez, on lui a dit que, et puis on a signé un papier qui dit que. On passe au MotoGP? Allez, MotoGP. Donc, en Q1, c'est Morbidelli et Fernandez qui vont réaliser les meilleurs chronos. En Q2, c'est Bezzecchi qui réalise la pole position devant Miller et Alex Marquez. Bagnaia est 4e, Zarco 9. Fabio Quartararo, quant à lui, partira bon dernier. Tissot Sprint, belle performance d'Alex Marquez, qui s'impose devant Bezzecchi, qui, du coup, grâce à cette belle deuxième place, va reprendre des points sur Bagnaia, qui finit P14. Non, on va parler quand même de cette course parce que elle est quand même assez différente en physionomie de celle du dimanche. Parce qu'elle était vraiment sous une grosse pluie. Enfin, la piste il pleuvait plus trop, mais la piste était quand même bien détrempée. Et c'est surtout les déclarations de Marquez post-course, moi, qui m'ont, mais c'était purement hallucinant parce que quand même le mec vient et te dit ouais, j'ai attendu les autres Honda pour voir comment la moto se comporte. Alors je veux bien mais comment dire, il y a des FP. S'il veut voir comment se comportent les autres motos, il y a des FP qui sont faites pour ça. Ils peuvent rouler à 4, ils disent sortie de FP2, on va rouler tous les 4 et puis on verra quoi. Que le mec fasse ça en course sprint, tout le monde, personne s'en étonne quoi. Et c'est du Marquez quoi. Ouais, mais c'est du Marquez, mais moi je veux bien, mais c'est pour moi c'est hallucinant quoi. Faut-il prêter beaucoup d'attention à ce genre de déclaration finalement? Bah ouais, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il lutte pour la 17e place, voilà quoi, il voit l'attendre en course, que ça donnait, écoute, dis que t'as attendu tes copains et puis tu t'es bagarré pour la 20e place avec eux. Malheureusement ils ont que ça à faire chez Honda, t'es d'accord avec moi quand tu vois dans la régulière. Nakagami, machin, ils sont 17, 19, 20, je veux dire. Et puis, même s'il dit ça, voilà, c'est limite anecdotique. Moi, par contre, dans la physionomie de la course, j'aurais plutôt dit, pour une fois, je trouve que Bagnaia, il a pas hyper bien performé, parce qu'il est souvent très très fort dans ce genre de situation où il part tout seul et il bourrine. Là, pour le coup, alors, on sait pas si c'est les problèmes avec les pneus ou quoi, il a pas su gérer sa course. Et finalement, Alex Marquez, il a fait une très très belle course, et il a enfin remporté, alors c'est pas une vraie course, mais il a enfin remporté, un succès quoi, alors, même si c'est une course sprint. Pour Bagnaia, je pense que il y a un petit peu de gestion, un petit peu, voire beaucoup de gestion. Alors je dois t'avouer que j'ai pas cherché réellement les déclats, mais vu la physionomie de la course, quand t'as 40 points d'avance et vu le bordel que c'était en piste et vu quand même devant ça se battait fort, hein. C'était entre les 4-5 en tête, c'était vraiment chaud pour de la pluie. Je pense qu'il s'est préservé et il a pas voulu se mettre dans le paquet quoi. Ouais, mais en tout cas, alors on va parler de la course après, mais en tout cas suite à la sprint race, Bezzecchi est revenu à une vingtaine de points de Bagnaia. Ah ouais, mais tu laisses quand même filer des gros points.
Alors, tu laisses filer des points, mais pas des gros. Et Tu laisses filer des points qui, à un moment donné, ça peut compter. pourraient être dur à rattraper. Ouais, ça peut compter, mais après, c'est lui qui gère. Donc c'est lui qui a dit, bon, bah voilà, moi, je préfère laisser pisser mon samedi et je me préserve pour le dimanche. Peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en bon. tout cas, faut pareil, c'est toujours des points au moment, tu vois, si t'es vraiment espéré avec quelqu'un, ce genre de points, c'est des points assez faciles sur une sprint. Bah, justement, une course comme samedi, elle était c'est pas si simple d'aller chercher ne serait-ce que 5 points, quoi. Après, c'est là où tu montres aussi aux autres que, bah, t'es crédible dans ton rôle de champion du monde. Ouais, bon, ça, il l'a déjà montré, pendant 9 courses. Ah, bah, il a déjà montré aussi l'inverse. Il a déjà montré l'inverse. Mais bon, ouais. Non, moi je serais toujours partisan, à partir du moment où tu mènes le championnat, c'est toi qui gères ton avance, donc Alors, moi je comprends plus son attitude plutôt que de vouloir aller au contact devant et foutre le bordel. Alors je comprends plus son attitude. Alors bon, sans faire de spoil, sur une course du dimanche, on va en parler, plutôt que sur une course sprint où tu peux laisser filer 10-15 points. Bah ouais, mais c'est après, ça. Bon, c'est mon avis. Bah, je pense qu'il l'a joué comme ça. Il s'est dit, voilà, le samedi, tant pis, et puis le dimanche, je vais m'y mettre, quoi. Ouais, mais si tu es que donc tu laisses 15 points à Bezeki le samedi, que le dimanche tu te gaufres parce qu'il pleut, tu les files 40 points. Alors ça veut dire que t'es même plus champion, hein. Là, t'es même plus en tête du championnat. Ah bah tant pis. Enfin, non, donc tu vois, tu gères pas pour être 14, tu gères pour être 5-6. Tu peux pas dire il a géré sa course pour finir hors des points, c'est pas possible. Ah bah non, bah justement, il s'est clairement mis hors course. Enfin. Voilà, donc il a pas géré, c'est que tu vois. Ouais. Quand tu gères, tu prends des points quand même. Ouais, il a pas du tout. Je te rejoins de ce point de vue-là alors. Tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt dans ce sens-là que je regarde sa course en fait. Ouais. Que j'analyse sa course. Mais du coup, est-ce que tu veux que je te parle de la course du dimanche pour voir ce qui s'est passé? Bah oui. Et voir ça. Est-ce qu'il a géré aussi la course ou pas? Alors le dimanche, c'est Miller qui va mieux s'élancer que les autres et il a viré en tête au premier virage, celui de Bezeki et du coup Bagnaia troisième. Mais le champion du monde en titre va se défaire d'une très belle façon de ces deux pilotes que sont Bezeki et Miller pour prendre les commandes de la course. Joan Mir, lui, il va à nouveau chuter. Bon, c'est une chute qui est finalement anecdotique puisqu'il était hors du top 1. Bagnaia et Bezeki vont rapidement prendre le large pour compter un peu plus d'une seconde d'avance sur Aleix Espargaro qui est revenu à la 3e place. Mais en freinant au panneau trop tard, le pauvre Bezeki va chuter et perd tous les bénéfices de sa belle 2e place acquise lors de la Super Pole Race. À noter qu'Alex Marquez est contraint à l'abandon suite à un problème mécanique. On soupçonne un problème sur son sélecteur de vitesse. À 8 tours de l'arrivée, la piste est déclarée wet, donc ça signifie que les pilotes vont pouvoir changer de moto. Quelques pilotes vont faire le pari du pneu intermédiaire, comme Didier Antonio, Morbidelli, Nakagami et Lequena. Mais c'est un pari perdu, car il ne tombera que quelques gouttes d'eau durant cette dernière partie de course et finalement la piste restera sèche en fait, jusqu'au drapeau à damier. À l'avant, c'est une lutte qui oppose Pecco Bagnaia avec Aleix Espargaro, Brad Binder et Miguel Oliveira qui est revenu dans la roue de ces 3 pilotes. Et dans le dernier virage, Aleix Espargaro va se défaire de Bagnaia. Et alors le pilote Ducati n'opposera pas une défense trop ou très farouche et va laisser passer Aleix pour lui donner la victoire. Au final, Espargaro va emporter cette course devant Bagnaia et Binder. Oliveira, quant à lui, finit à la 4e place. On a vu un Joan Zarco en difficulté avec ses pneus parce que pendant un bon moment, il va batailler avec pas mal de pilotes, mais il va chuter au classement. Il va se retrouver 9e. Et Fabio Quartararo, quant à lui, va finir 15e. Il est victime d'une touchette avec Luca Marini. Lors de cette touchette, son carénage avant va exploser. Il va se caler sous sa roue, donc il va rentrer au stand pour changer de moto. Voilà, finalement, il finira 15e. Ouais. Bon, et on le voit rentrer à la fin de la course, furieux, et il s'arrête même pas pour parler à ses mécanos. Il part directement dans son motorhome, je pense, à changer. Bah ouais.
bon, au classement général, donc, à cause de cette chute, Bagnaia va à 214 points, devant Martinator qui a 173 points, et Bezzecchi, lui, perd gros puisqu'il est désormais 3e avec 167 points. Joan Zarco, lui, est 5e avec 122 points, et Fabio Quartararo, 11e avec 65 points. Alors, comme on disait tout à l'heure, moi, en tout cas, je sais pas, on parlait d'Aleix Espargaro et de sa victoire tout à l'heure, mais je sais pas trop quoi penser de Bagnaia, parce qu'en fait, il perd la course. De notre côté, on a vu que, il se fait doubler par Aleix et il s'est dit, allez, Bezzecchi est out. J'assure la 2e place, je vais pas tenter de tomber. Et du coup, il a plutôt assuré plutôt que vouloir gagner avec panache. Il y a quand même une physionomie de fin de course qui est à gérer de manière assez touchy, hein, parce que effectivement, il pleut pas assez pour que finir sur les slicks soit impossible. Donc, mais il faut quand même le gérer, parce que c'est à ce moment-là où il y a quand même Marquez qui chute, mais plus suite à un contact. C'est un contact avec Bastianini. Ouais, c'est ça, il y a un contact. Mais alors il n'y a pas une perte d'adhérence franche, mais ils sont quand même obligés de faire attention. Et je pense que de ce point de vue-là, il a plutôt pareil. Il s'est mis, comme tu le disais, il a pas non plus ultra résisté à Aleix Espargaro, mais il faut voir aussi qu'Espargaro a fait un très très gros travail, dans le sens où il est resté dans la roue toute cette phase un petit peu compliquée de pluie, pas pluie. Il y a des secteurs quand même qui étaient quand même bien mouillés, donc il a fallu gérer. Il a laissé Bagnaia ouvrir la route, ouvrir la voie. Et puis sur le dernier tour, il est passé, quoi. Après Pecco, valait mieux faire 2 que de chuter, quoi. C'est ça. Et dans ce sens-là, c'est plutôt intelligent. Après, de toute façon, Aprilia, là, je poursuis un petit peu sur Aprilia d'une manière générale. Ils ont été très performants dans l'ensemble du week-end, que ce soit en course sprint ou à cette course-là. Ce que font les 4 pilotes, c'est assez exceptionnel. Enfin, exceptionnel, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est très performant, quoi. Et sur ce Grand Prix, ils sont bien revenus, par rapport aux autres. C'est ça, exactement. Ouais. Ils étaient un petit peu en dedans sur la première partie de championnat où il y avait beaucoup d'espoir, et il n'y a pas eu les fruits de la saison assez tonitruante de l'an dernier. Et la victoire d'Espargaro, après c'est effectivement des conditions un peu particulières, mais il l'a pas volé, quoi. Et c'était une très belle course, quoi. Non, puisqu'Aleix il finit premier. Oliveira 4, Vignales 5. Ouais. Donc t'as quand même 3 Aprilia dans les 5 premières places. C'est une belle performance. Ouais, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils en avaient besoin. Parce qu'il y avait besoin de se rassurer, parce qu'il y avait de gros espoirs. Et surtout qu'ils avaient fait alors, je sais pas si on peut dire des contre-performances ou des mauvais résultats. Tu vois, sur les dernières courses, ils étaient nulle part, quoi, par rapport à l'année dernière. Ouais, ça confirmait pas, quoi. Aprilia était vraiment la surprise. On pensait qu'ils allaient confirmer cette année. Ils ont pas fait un super beau début de saison. Et là, sur cette course, en tout cas, alors la moto était franchement à l'aise. Ouais. Enfin, tous les pilotes étaient à l'aise sur leur moto, donc c'était intéressant, quoi. Moi, j'ai trouvé Espargaro, donc Aleix Espargaro patient, et pour ce que j'avais noté, c'était Pecco sur l'essentiel, quoi. Donc de marquer quand même des gros points le dimanche. Après, effectivement, quand t'as Bezzecchi qui chute assez tôt dans la course, ça change un petit peu peut-être ta manière de la courir, mais bon, il assure. Après, on verra la suite, quoi. Non, c'est clair. Mais voilà, toujours pareil. Là, il y a toujours, si t'es détracteur ou pas, où tu peux dire que est-ce que Bagnaia aurait dû un peu plus pousser, comme entre parenthèses a fait Zarco, même s'il se battait pour la 8e ou 9e place, tu voyais qu'il voulait pas lâcher sa place. Que Bagnaia, il s'est dit, allez, voilà, je veux passer, allez, passe. De toute façon, je finis 2, j'aurai mes 20 points, pas grave. Ouais, c'est un peu ça. Après, qu'est-ce que t'en penses de Bezzecchi, justement, de sa chute? Alors moi, je trouve que Bezzecchi, pour le coup, il a éteint son cerveau, en fait. Mais
quand tu joues le championnat, enfin, quand tu revois les images, il revient à une vitesse, mais en fait, en 10 mètres, il reprend 200 mètres à Bagnaia. Ouais, il est hors trage, il est complètement à l'intérieur, il est beaucoup trop rapide, tu te dis... Il est tellement rapide, en fait, de rien, il arrive à la route, et tu te dis, mais quand est-ce qu'il pense à freiner? Bah oui, il pense à freiner quand il est dans le gravier, en fait. C'est ça. Mais comme je te disais, en fait, finalement, l'avantage qu'il a eu, enfin, tu vois, tous les points acquis le samedi, il a tout perdu. Voilà, tout perdu. Il aurait assuré, il aurait repris quelques points à Bagnaia au championnat du monde. Et en plus, toi qui prétends avoir une moto officielle, être challenge officiel, c'est vrai, il faut que tu montres que t'es intelligent. Que tu peux attendre quelques tours, que t'es pas obligé de faire le Brutus, là. Enfin, il est revenu tellement vite, enfin, je veux dire, il a fait, là, pour le coup, il a fait n'importe quoi. Ouais, je dirais pas n'importe quoi, mais justement là où Espargaro a montré de la patience en fin de course, Bezzecchi s'est montré trop impatient et la chute, elle vient sanctionner quand même 2-3 virages précédents dans la course où tu vois que ça sort large, que ça freine déjà tard. Donc tu sens un pilote qui a envie d'aller devant, mais qui commence déjà à montrer des signes de surroulage et bah voilà, ça passe pas, quoi. Non, alors, soit il voulait certainement tout faire pour rester au contact de Bagnaia. Alors, après, est-ce qu'il pouvait pas? Alors, s'il voyait qu'il pouvait pas, c'est peut-être pour ça qu'il a trop forcé. Mais en tout cas, s'il en avait un peu sous la poignée, il aurait jamais dû attaquer autant sur une ligne droite. Bah ouais, mais ça, c'est des erreurs de Pecco en 2021. Donc, Ben, c'est là où il faut, il a suivi les courses comme nous, donc. Bah oui, mais il sait comment ça se passe, et c'est là où il pourrait. Bezzecchi, il est jeune aussi. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, c'est pour ça que je te dis que c'est Pecco en 2021, c'est-à-dire qu'il faisait des erreurs, et il faisait des erreurs de jeunesse. Là, Bezzecchi, c'est une erreur de jeunesse. Bon, bah voilà, ça arrive. Après, il faut apprendre. C'est là où, et tu vois, celui qui pour le coup m'étonne beaucoup cette saison, c'est Martin, quoi. Parce que là, en début de course, il se fait accrocher, il se retrouve très très loin dans le peloton et il remonte très très fort, quoi. Et il fait une saison jusque-là, elle est plutôt, elle est pas parfaite, mais elle est vraiment intéressante, quoi. Je suis d'accord. Par rapport à l'année dernière où il était tout fou, et c'est vrai qu'il cassait beaucoup de carénage. Ouais. Cette année, c'est vrai qu'il est beaucoup plus posé. Et c'est vrai qu'il fait de plus belles courses. Je suis d'accord avec toi. Et il est, posé, c'est une chose, mais il est plus performant. C'est-à-dire que je pense qu'il a pris aussi la mesure de la moto. Alors c'est là où il faudrait peut-être creuser. Est-ce que ça vient de la préparation? Est-ce que ça vient du partage de data? Est-ce que ça vient de blablabla de plein de choses? Mais je trouve que déjà il est plus performant. Il est peut-être moins devant sur les pôles, c'est-à-dire il fait moins de pôles, mais je trouve que ses courses, elles sont plus intéressantes. Et de ce point de vue-là, les pôles, c'est bien, ça te place bien, mais ça fait pas de points. Et là, je pense il se qualifie toujours plutôt bien, mais il travaille maintenant certainement peut-être un peu plus ses courses dans le week-end. C'est vrai, mais je trouve qu'il est encore un peu inconstant parce que je trouve qu'encore une fois, Bagnaia, il prend le large parce qu'il profite, tu vois, d'une erreur de Bezzecchi. Et alors peut-être que le prochain Grand Prix, c'est Bezzecchi qui va remettre, on dit le clocher au centre du village et que c'est Martin qui va faire n'importe quoi. Et du coup là, on prendra juste des points à l'autre. Mais au final, Bagnaia, il grappille un peu l'avance au championnat parce que Martin et Bezzecchi, se cannibalisent un peu mutuellement, je trouve. Tu vois, il y a personne qui tu vois, il y a pas un des deux qui arrive à mettre tout bout à bout sur plusieurs courses. C'est une physionomie de championnat où t'as un leader et t'as pas nécessairement de deuxième qui est très proche. T'as deux ou après. Parce que même si Martin fait moins de bourdes que l'année dernière, il en fait quand même. Tu vois, il est entre parenthèses que 2 avec 173 points, tu vois. Il a pas réussi à performer sur des courses où tu vois, il a fini vers 8, 9, 10, alors que tu vois, pour être en lutte avec le championnat, il faut toujours faire des top 5. C'est ça, ouais. C'est les 40 points d'écart avec Pecco, ils sont là, quoi. Mais
mais c'est pareil, il apprend. Déjà, là, il a fait un sacré step cette saison parce que, mine de rien, il joue la 2e place au championnat. Bon, il a un peu décroché quand même de Pecco, mais ils sont quand même assez solidement à 2 pour jouer la 2e place. Je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est un des pilotes qui a, avec Bezzecchi, qui a le plus évolué sur ce début de saison. Par rapport à ce qu'on disait juste au résultat, tu vois, tu peux dire que finalement, Martin aujourd'hui mérite autant que Bezzecchi, quoi. Bah oui. Voilà. Bah après, le championnat est pas fini, hein, mais effectivement, tu peux de toute façon faire un mini championnat entre tes gars et puis tu leur dis bah voilà, de la course, enfin du week-end 1 jusqu'au week-end 6. Et ben c'est mini championnat et celui qui sera en tête, et ben il aura l'officiel l'année prochaine. Tu peux, hein. Enfin après ça c'est eux qui gèrent leur. De toute façon là Ducati, c'est ce que je disais en début d'épisode, ils ont des problèmes de riches, ils ont des motos qui sont ultra compétitives, ils ont des pilotes qui savent s'en servir. Donc bah voilà. Et puis surtout que ils savent qu'aujourd'hui tous les 20 pilotes du MotoGP, tout le monde doit avoir une Ducati, quoi. Ah oui, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin déjà le truc c'est ça, c'est que ils veulent garder Zarco, ils veulent faire venir Morbidelli, ils veulent faire monter machin, bidule. Et ok, ils ont quand même 8 motos, ils peuvent pas non plus embaucher 15 pilotes, quoi. C'est ça. Et le truc c'est qu'il va falloir faire des choix. Donc les choix sont compliqués parce que tu vois ce que ça donne avec Bastianini, t'es pas à l'abri d'une blessure, même au départ pas nécessairement sévère mais qui s'envenime mais qui est compliqué à guérir. C'est ce que Bastianini est en train de payer. J'espère que il pourra au moins faire une saison ou revenir en fin de saison à son meilleur niveau, parce que l'année dernière il était quand même très fort et il a rien réussi à remontrer, quoi. On est d'accord. L'année dernière il était très très fort, il se battait avec Bagnaia. Cette année cette année il est non, on peut pas aujourd'hui on peut pas juger de sa performance puisqu'il revient de blessure. Il peut pas défendre son statut, même si c'est qu'un statut de mordeur de mollet, hein, mais l'année dernière il était quand même bien placé pour contester Pecco, et cette année il n'a pas été en mesure de le faire. C'est ça. Ouais. Mais bon, Pecco, moi j'ai trouvé qu'il avait fait des beaux dépassements quand même sur Bezzecchi et Miller en début de course. J'ai trouvé que c'était vraiment vraiment chouette. Ouais, c'est vrai, il les prend à l'extérieur tous les deux, puis après tombe. Mais tu vois, justement, quand tu vois ça, tu dis putain, le mec il arrive pas à être un peu plus mordant pour remporter cette course, tu vois, après il se fait rattraper par Espargaro et puis ouais, la physio change quand même. Ouais, après il pleut un peu et tout, mais bon, c'est là où tu dis c'est dommage. T'enlèves un peu de panache, je trouve, à cette victoire, parce que sachant ce qu'il a fait avant, quoi. T'inquiète, ça va revenir. On va parler un petit moment quand même de ce qui a animé beaucoup de discussions sur Twitter entre hier et aujourd'hui. Alors, dans le vert ou pas, Pecco? Ça n'a pas fait bip. Parce que j'ai bien répondu. Ça n'a pas fait bip, mais bon, à la télé, tu vois que ça aurait dû faire bip. Ouais. Bon, donc c'est voilà. Est-ce que tu prends en compte le bip ou est-ce que tu prends en compte l'image? Eh ben, ça c'est une bonne question. Voilà. Donc comme ça n'a pas fait bip, il n'y a pas eu sanction. Voilà. Mais est-ce que Binder ça avait fait bip? Oui, Binder ça avait fait bip. Ah bah voilà, donc sanction. Voilà. Mais bon, après c'était pas c'était si tu regardes un peu les images, c'est vrai que le directeur de course aurait quand même dû se dire il met quand même ses roues dans le verre, hein, d'ailleurs. Bah justement, ils ont dit qu'ils avaient regardé les images et que dans les images, il est pas dans le vert. Donc les images que tu vois avec des loupes, t'as quand même l'impression qu'il est quand même dans le vert. Mais après, bon, si eux ils disent que non, ils ont des instruments de contrôle que nous n'avons pas, alors on va les croire. Ouais. C'est un petit peu de toute façon le problème, c'est que quand t'as pas les clés pour décider, t'es obligé de te laisser guider par ceux qui prennent la décision, quoi. Et là
Oui, dans un cas, ça déclenche, dans un autre cas, ça déclenche pas. C'est ce que dit la direction de course. Donc, tu peux difficilement contester, quoi. T'étais pas dans la salle. Enfin, moi, j'étais pas dans la salle. Non. Donc, c'est comme ça. Et Après, si c'est le règle qui dit qu'il habite les sanctions, voilà. Écoute, il y a pas, ça veut dire que pour un demi-millimètre, à mon avis, ça doit jouer à ça. Ouais, il a de la chance. ah ça se joue à pas grand chose, hein. Donc moi, s'il y a pas le bruit, ok. Même si l'image, tu zoomes, t'as l'impression que, mais bon, ça veut dire qu'il doit y avoir un micro bout de gomme qui était pas dans le verre, donc c'est ça. pas de polémique, pas de sanction. Ouais, pas de polémique donc. Pour moi, non. Ouais. Et puis entre nous, ok, il prend une place de pénalité ou 3 secondes, enfin ou des places. Est-ce que ça va changer la face du championnat du monde? Sur ce coup-là, non. Après, il y a plein de points de vue. Après, il faut aussi se rappeler pourquoi il y a des vibreurs et pourquoi il y a des endroits où c'est du bitume peint et pas de l'herbe. C'est qu'il y a eu des accidents gravissimes suite à des passages dans l'herbe. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu du bitume peint en vert. C'est pour ça qu'il est vert et qu'il est pas noir. Parce que le noir, c'est les échappatoires pour justement pas nécessairement... voilà. Donc si il y a du bitume pas en vert, c'est aussi pour des raisons de sécurité, pour éviter que les pilotes ils finissent dans les bacs. Et tu peux pas non plus dire à partir du moment où ça pose ambiguïté, on va plus mettre de peinture, on va mettre de l'herbe partout. Non, parce que la peinture, elle a une certaine utilité aussi de sécurité. Et après, voilà. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a des sports qui ont trouvé la solution. Avec, tu vois, le tennis, il y a eu des sonars, comme tu dis, ça bip pas. Après, il y a eu du hockey. Donc, je pense que si la direction de course, elle partageait ses moyens d'analyse, ça aiderait les sceptiques à partager la décision. Donc, ça, je pense que ça serait peut-être la prochaine piste. Sachant qu'en plus, il y a un document, puisqu'il est sorti sur Twitter, puisqu'il y a Pierre qui l'a trouvé. Il y a un document qui est émis par la direction de course qui reprend un petit peu toutes les investigations qu'ils font, alors où on n'a pas nécessairement la communication. Mais ce document, il existe. Et donc, c'est là où ils disent, là, les déclenchements, enfin, les capteurs n'ont pas déclenché, mais on a quand même regardé les vidéos et on a décidé qu'il n'y avait pas franchissement du verre. Donc, il n'y a pas de sanction. Je suis d'accord. Et ça éviterait que tout le monde y aille de son commentaire et de polémique sur polémique. Quand tu dis, voilà, nous on enregistre, regardez, tac, tac, tac. Voilà, c'est comme ça. Exactement. Il y a des entreprises qui ont développé des très beaux logiciels de modélisation de balles de tennis et je pense qu'on pourrait leur souffler à l'oreille d'essayer de modéliser des motos et je pense que ça amuserait tout le monde aussi. Ouais. Bon, en tout cas, il a gardé sa deuxième place. Voilà. C'est moralité de l'histoire. C'est ça. Bon, on parle vite fait des Français. Ouais, vas-y, ouais. Bon, Zarco, en grosse galère avec ses pneus, il a pas trop compris ce qui se passait, P9, dommage pour lui. Et Quartararo, qui a galéré tout le week-end avec sa moto, et bon, de toute façon, le P15, il veut rien dire, parce qu'il a fait que galérer. Yamaha est quand même arrivé à Silverstone avec pas mal d'évolutions. Apparemment, ça donnait satisfaction aux pilotes, donc à voir s'ils vont réussir à exploiter ces modifs. Quartararo, c'est dommage parce que en course il remonte bien et malheureusement l'accrochage avec Marini fait que ça rechute parce que il part très mal et il réussit quand même à remonter P7 P8, donc c'était plutôt encourageant. Après, c'est le début de la pluie, donc je sais pas trop. Ça coïncide à peu près avec l'accrochage avec Marini, peut-être 2-3 tours après le début de la pluie. Bon voilà. Après, c'est compliqué pour Yamaha. De toute façon, c'est compliqué aussi pour Honda parce qu'il y a eu des choix. Enfin, que quand j'ai vu Nakagami et Lecuona s'arrêter, je me suis dit c'est bon, les gars, ils ont plié les Gaules. Et voilà, de toute façon, les 4 derniers, c'est les 4 pilotes de moto japonaises qui restent. C'est ce que tu dis, c'est les Japonais qui restent à la fin. Voilà, c'est ça. Morbidelli, Quartararo. Alors Morbidelli, il peut dire qu'il a fait deux fois plus de points que Quartararo, c'est très bien. Lui qui est toujours là
pour amener sa fraise. Et puis après, le Kwana et Nakagami, quoi. C'est compliqué. Ce sont les motos japonaises. Ouais. Donc, voilà. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé. Il parle de rediscuter le système de concession. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, dans l'absolu, c'est pas fair play parce que à toi de mettre au niveau, Ducati, ils en ont chié après aussi pour arriver à ce niveau-là, tu vois. On leur a pas fait de cadeau. Même KTM. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi toi, on te ferait un cadeau? Mais après, de notre côté, je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est un championnat Ducati et pour l'intérêt du MotoGP, mais alors que pour ça, t'autorises, les Japonais à utiliser leurs points de concession pour améliorer leur moteur, leur aéro, ce qu'ils veulent. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est pas sportif et c'est pas fair pour les autres. Même si je comprends que dans l'intérêt d'un championnat, et même dans l'intérêt du Ducati quelque part, parce que si le championnat, plus personne s'intéresse, Ducati, ils ont plus intérêt à foutre 8 motos dessus, tu vois. C'est ça. Donc dans un intérêt de championnat, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il y ait plusieurs, que les Japonais aussi, que les Japonaises aussi, tu vois, soient un peu performantes, parce qu'il y a un moment où les gens ils vont se lasser. Après, tu partages ça, mais... Si, après, si tu veux, moi j'essaie de mettre ça en perspective à quels sont les défis maintenant pour Ducati, parce que là ils ont 8 motos qui sont très compétitives. Ils ont un pilote en la personne de Pecco qui est le plus souvent régulièrement devant, donc ce qui fait que il est champion en titre et il est en tête du championnat. Donc ils ont clairement une tête de pont qui est compétitive en sa personne. Et derrière, ça pousse très fort. Et sans parler nécessairement de comparaison, mais tu vois, typiquement, quand Marquez a gagné 6 titres, personne n'est venu dire c'est chiant le MotoGP. Pourquoi? Parce que les titres étaient quand même disputés entre lui, même s'il les gagnait tous. Mais entre lui, il y avait Lorenzo, il y avait encore Rossi qui était compétitif et qui prenait. Il y avait une compétition avec plusieurs pilotes. Et plusieurs marques. Oui, et plusieurs marques aussi, ouais. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs pilotes qui sont sur la même marque. Donc tu vois, c'est plus pareil aussi le championnat. Pour moi, c'est quand même plutôt du MotoGP Ducati qu'autre chose. Face à les Ducati et les autres. On va pas. Ok, une fois c'est Espargaro qui va gagner, machin. Mais dans l'absolu, t'as pas une Ducati, les chances que tu gagnes toutes les courses sont quand même très faibles. Aujourd'hui, t'as qu'une marque en fait. De toute façon, on verra bien ce qu'ils vont décider. Moi, je suis plutôt de ton avis dans le sens où je souhaiterais que rien ne change, ne serait-ce que pour l'équité, parce que justement, il y a des marques qui ont fait l'effort de se replacer. Aprilia, ils l'ont fait aussi avec des moyens nettement moins importants que ceux de Yamaha et Honda. Honda, s'ils veulent développer des motos, ils ont qu'à payer des pilotes moins chers. Non, mais voilà. Honda, c'était les premiers à dire l'aéro c'est cher. Tu payes pas ton pilote phare 25 millions par an. Et puis là, tu trouveras du budget. Et puis il y a aussi peut-être aussi un système qui est à bout de souffle. Le système japonais, il est peut-être dépassé ce système-là aussi. C'est possible. C'est possible. Parce que maintenant, quand même, c'est les Européens qui performent, c'est qu'il y a un système européen qui est peut-être, moins hiérarchique, moins pas rigoureux, mais moins enfermé dans certains cartons. Ils trouvent des solutions de performance, ce que ne trouvent plus les équipes japonaises qui ne voyaient que par l'évolution technologique électronique. C'est ça, moins rigide. Je cherchais le mot. On sait que le modèle japonais est très rigide, que le modèle européen peut-être moins rigide et permet plus de développer un peu plus fantasme et d'avoir des motos, comme Ducati avec beaucoup d'évolutions, donc des précurseurs de beaucoup de choses. Ouais. On a tout dit sur ce Grand Prix d'Angleterre? On a tout dit. Ouais. Bon. Tu vas terminer tes vacances? Ouais. Ah, c'est moche. Et toi, tu vas commencer tes vacances? Moi, je commence mes vacances. Je vais pas très loin puisque je serai en Écosse. Tu vas vers le beau, toi. Je vais vers le beau, ouais, c'est ça. Tu vas vers le beau, toi. Je vais revenir encore plus blanc que je ne vais partir. N'oublie pas ton blouson. Alors, pas pour partir de Paris où il fait froid, mais surtout pour arriver en Écosse, c'est encore plus froid. C'est ça. Il fait 15 degrés. Donc, voilà. C'est chaud. Bon courage alors. On se retrouve le 20
au Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche. D'ici là, j'espère que vous passez tous un bon mois d'août et on se retrouve donc sur le Twitter @cqep_pod, sur la page Facebook et évidemment sur le Discord dont le lien est dans la description de l'épisode. Steph, bonne fin de vacances. Et ciao chérie, bonnes vacances. Ouais. À très bientôt. Ciao. À plus, ciao ciao.